Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour une vidéo réalisée dans le cadre du séminaire de droit administratif financier du Master de Finance et Fiscalité publique de l'Université de Lille. 4 étudiants se sont penchés sur les fondements constitutionnels de la mission d'assistance exercée par la Cour des comptes. Emeline Bolo, Romain Lampin, Maude Degallet et Charlotte De Oliveira vous invitent à les suivre sur leur frise chronologique. Pour comprendre la mission d'assistance de la Cour des comptes et son fondement constitutionnel, il faut revenir à l'origine de cette institution. La Cour des comptes naît sous la plume de Napoléon Ier en 1807. Ceci dans un but d'assainissement financier de la France. En effet, l'empereur avait constaté des dérèglements dans les finances publiques de l'Empire. Tout d'abord, la commission de la comptabilité nationale de l'époque était déjà un remplacement des chambres des comptes de l'Ancien Régime, et ce depuis 1791. Cette commission, rattachée au pouvoir législatif, manquait d'efficacité et d'autorité. Ensuite, il ne faudrait pas oublier le désordre causé par les fermiers généraux qui, censés collecter l'impôt, profitaient de leur position pour surtaxer la population. Ainsi, ce détournement fiscal sera l'une des causes de la Révolution française. Ainsi, Napoléon souhaite donner à cette nouvelle cour un certain prestige. Il souhaite que cette institution soit rattachée, cette fois-ci, au pouvoir exécutif. L'organisation de la Cour des comptes est prévue par la loi du 16 septembre 1807 et la Cour hérite d'une tâche très exigeante, illustrée par la formule inscrite près du tombeau de Napoléon Ier aux Invalides. Je veux que par une surveillance active, l'infidélité soit reprise et l'emploi légal des fonds publics garanti. Ainsi, on distingue deux rôles initialement dévoués à la Cour. Contrôler la gestion des ministres et des autres ordonnateurs avec le devoir de dénoncer les abus à l'empereur, juger les comptes des comptables publics. Avec la naissance de la Cour des comptes et l'attribution de ses missions, il est possible d'entrevoir une amorce de la mission d'assistance, bien que celle-ci soit encore cantonnée au pouvoir exécutif. Après la chute de l'empereur en 1814, la naissance du parlementarisme en Europe va permettre d'intensifier la fonction juridictionnelle de la Cour des comptes, qui se voit confier la charge de la vérification des comptes et de la déclaration de conformité des comptes afin d'éclairer les chambres sur la sincérité des comptes publics. Néanmoins, il faut attendre la monarchie de Juillet et la loi du 21 avril 1832 pour permettre à la mission d'assistance de la Cour des comptes de faire un premier vrai pas en avant. Dans son article 15, cette loi prévoit un développement de l'accès aux travaux de la Cour par la distribution aux chambres du rapport public annuel rédigé par cette dernière. Article 15. Le rapport dressé chaque année par la Cour des comptes en vertu de l'article 22 de la loi du 16 septembre 1807 sera imprimé et distribué aux chambres. Il s'agit ici d'une première consécration législative de la mission d'assistance de la Cour des comptes, ayant une concordance avec l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui prévoit que la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration, de par le caractère public du rapport. La montée en puissance du parlementarisme dans toute l'Europe permet l'accroissement des relations entre le Parlement et la Cour des comptes dans sa mission d'assistance. Suite à un grand bond dans l'histoire, nous nous retrouvons le 27 octobre 1946 pour l'entrée en vigueur de la Constitution instituant la 4e République. Il s'agit d'une date clé car elle marque la première inscription de la mission d'assistance de la Cour des comptes dans la Constitution. L'article 18 de la Constitution de 1946 précise donc la mission d'assistance de la Cour des comptes envers l'Assemblée nationale en indiquant que l'Assemblée nationale règle les comptes de la nation.
Elle est à cet effet assistée par la Cour des comptes. L'Assemblée nationale peut charger la Cour des comptes de toutes enquêtes et études se rapportant à l'exécution des recettes et des dépenses publiques ou à la gestion de la trésorerie. Avec l'adoption de la Constitution du 4 octobre 1958, se met en place un régime accordant une importance massive au pouvoir exécutif et cherchant à rationaliser l'action parlementaire. Pourtant, la mission d'assistance de la Cour des comptes ne connaît presque aucune reconsidération à ce moment. En effet, le texte initial de l'article 47 de la Constitution du 4 octobre 1958 dispose que la Cour des comptes assiste le Parlement et le gouvernement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances. En réalité, malgré l'importance croissante du pouvoir exécutif, la mission d'assistance reste constitutionnalisée selon les mêmes bases que celles posées par l'article 18 de la Constitution d'octobre 1946. Cet article ne trouve de réel écho qu'avec l'ordonnance numéro 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances. Et même ici, l'article 36 de cette ordonnance ne fait que préciser que le projet de loi de règlement est accompagné d'un rapport de la Cour des comptes et de la déclaration générale de conformité entre les comptes individuels des comptables et la comptabilité des ministres. La manière dont cette mission d'assistance s'effectue auprès du Parlement ne connaît donc pas de précision particulièrement étendue. Malgré tout, elle s'applique à l'ensemble des lois de finances, ce qui inclut la loi de finances initiale, mais également la loi de finances rectificative et la loi de règlement. Le 22 février 1996, une loi constitutionnelle est adoptée par le Parlement et ajoute un article 47-1 à la Constitution qui dispose que la Cour des comptes assiste le Parlement et le gouvernement dans le contrôle de l'application des lois de financement de la sécurité sociale. Ainsi, la mission d'assistance s'étend aux lois de financement de la sécurité sociale qui posent des objectifs à atteindre. Mais surtout, elle constitutionnalise pour la première fois dans l'histoire de la Ve République l'existence d'une mission d'assistance de la Cour envers le gouvernement. Ainsi, ces dispositions nouvelles de la Constitution semblent lancer le début d'une réconciliation entre la Cour des comptes et le gouvernement, alors que ce dernier semblait réputé ne prendre en compte que de manière sporadique les observations et recommandations de la Cour des comptes. Il est maintenant possible d'avancer vers une nouvelle avancée marquante pour la mission d'assistance de la Cour des comptes. Il s'agit de la création de la loi organique relative aux lois de finances, aussi appelée LOLF. Pour l'élaboration de cette loi organique, la Cour des comptes a travaillé en collaboration avec le Parlement entre 1999 et 2001. Cette loi du 1er août 2001 a pour but d'améliorer l'efficacité de la gestion publique, et pour cela, elle renforce les pouvoirs du Parlement et donne une place plus significative à la Cour des comptes. Elle apporte également plusieurs innovations qui viennent encore rappeler l'importance de la relation entre la Cour des comptes et le Parlement. C'est donc l'article 58 de la LOLF qui vient préciser et élever au rang organique la mission d'assistance de la Cour des comptes, notamment en augmentant significativement le nombre de rapports que la Cour doit fournir à l'appui des débats budgétaires. Au titre de ces rapports, on retrouve la création d'un rapport conjoint au dépôt de tout projet de loi de finances sur les mouvements de crédit opérés par voie administrative, dont il est demandé ratification par le Parlement. On trouve aussi la création d'un rapport préliminaire conjoint au dépôt du rapport du gouvernement sur l'évolution de l'économie nationale et sur les orientations des finances publiques. Enfin, on trouve la création d'un rapport sur l'exécution des lois de finances, dont le contenu est élargi aux comptes associés et qui doit comporter une analyse par mission et par programme de l'exécution des crédits budgétaires. En plus de ces rapports, l'article 58 ajoute également une obligation pour la Cour des comptes de répondre aux demandes d'assistance de la commission chargée des finances de chaque assemblée dans le cadre des missions de contrôle et d'évaluation, ainsi qu'une obligation de publier les observations et les rectifications des administrations ou organismes mis en cause par les rapports prévus par l'article. L'article prévoit finalement que les conclusions des enquêtes demandées par les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances soient obligatoirement communiquées dans un délai de 8 mois après la formulation de la demande. Il faut toutefois rappeler que le texte de l'article 58 de la LOLF contenait à l'origine un alinéa prévoyant l'instauration d'une procédure de transmission pour avis du projet de programme de travail de la Cour
aux commissions des finances. Ce point est finalement censuré par le Conseil constitutionnel dans une décision du 25 juillet 2001 qui estime qu'il porte atteinte à l'indépendance de la Cour des comptes. La LOLF permet donc d'apporter plus de précision quant à la mission d'assistance de la Cour des comptes, alors que l'affirmation constitutionnelle de l'indépendance de la Cour constitue un pas de plus vers une constitutionnalisation spécifique de cette mission d'assistance. À partir de 2008, l'introduction d'un article 47-2 au sein de la Constitution de 1958 vient formellement y inscrire la mission d'assistance de la Cour des comptes en disposant textuellement que la Cour des comptes assiste le Parlement dans le contrôle de l'action du gouvernement et elle assiste le Parlement et le gouvernement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances et de l'application des lois de financement de la sécurité sociale, ainsi que dans l'évaluation des politiques publiques. Mais qu'est-ce que l'évaluation de politique publique ? Cela consiste à rechercher si les moyens juridiques, administratifs ou financiers mis en œuvre permettent de produire les effets attendus de cette politique et d'atteindre les objectifs qui lui sont assignés. Cette évaluation s'appuie sur des procédés tels que des expertises, des statistiques ou des témoignages. L'analyse se concentre sur l'atteinte des objectifs, la pertinence des politiques publiques, leur cohérence, leur efficacité et leur efficience. L'intérêt de cette évaluation est de rationaliser les dépenses publiques en responsabilisant les décideurs. C'est également un outil permettant aux pouvoirs publics de rendre leur action plus efficace et ainsi de se concentrer sur des mesures devant être modifiées ou arrêtées. La finalité de cette évolution prend notamment la forme d'un rapport annuel rendu par la Cour des comptes. En effet, une fois par an, la Cour des comptes adresse au Président de la République et présente au Parlement son rapport public annuel ainsi que plusieurs rapports thématiques. Un des rapports de 2022 portait notamment sur la crise du Covid et la matière financière. Ce rapport est donc un bilan des travaux réalisés par la Cour des comptes et contient des observations et des recommandations. La publication de ce rapport permet de les introduire dans le débat public et favorise la participation citoyenne dans le contrôle et la fabrique des politiques publiques. Cependant, certains considèrent que comme les observations de la Cour des comptes sont dépourvues de toute valeur juridique et n'ont qu'une valeur d'avis, leur impact ne dépend que de l'application qu'en font les gestionnaires publics. Ils considèrent donc que l'effet de ces observations est nul. Il est toutefois possible de souligner que si ce rapport et les observations de la Cour des comptes n'ont pas d'effet répressif, ils conservent tout de même un effet persuasif non négligeable. Notre vidéo est maintenant terminée. Merci à tous pour votre attention.